Dans l'avion qui m'emmenait vers cette rencontre, là où le ciel n'a pas le même gris qu'ailleurs, j'ai essayé d'imaginer. L'endroit d'abord. La Corse, je savais, ces accents hors du temps, ces nuages comme des esquisses dans le ciel, et ces couleurs d'automne quand le soleil tombe dans l'eau au ralenti. Puis le site, un abri, un refuge avec une cheminée pour les hivers frileux, une terrasse à flanc de colline qui fait face à la mer, et des îlots au loin pour naufragés volontaires. Le personnage enfin, on sait de lui ce que les tabloïds et les images nous montrent, bel homme, regard acéré et profond, et la passion de son métier chevillée au corps. Et moi, intimidée au possible face à un homme que le public adule. Parler de lui, avec lui, oui, mais essayer d'en savoir plus sans être indiscrète, découvrir d'autres sourires sans paraître curieuse, le laisser parler sans brusquer les choses, je pensais que c'était la meilleure façon de mener cet entretien. Chacun de nous est une lune avec une face cachée que nul ne voit. Ce nouvel album, ce sont des anecdotes, des instants de vie dont on se souvient. Voici comment a démarré l'aventure. C'est normal, mais en tout cas pour moi ça l'est de faire les cartons. J'ai emballé la console, j'étais avec lui aussi, il était avec les ficelles, le scotch. Alors on a pris des photos. Évidemment on a chargé le camion, on était mort, on était crevés. Moi j'avais fait mon déménagement la veille, donc je suis allé louer le camion, je suis allé le chercher. Ils n'ont pas compris quand ils m'ont vu, les mecs arrivaient à Fiori qui louait un camion. J'avais dit direct quoi, j'ai des jambes et je marche quoi. Tu vois, puis je sais conduire un camion. En plus mon père était camionneur, donc ça c'est dans les gènes. Et puis je suis arrivé chez Patrick avec le camion, on a chargé. On est parti direct, on a tracé à Nice, on est monté sur un bateau, j'ai jamais cru qu'on puisse arriver à Ajaccio vivant. Il était de 1800, il y avait encore Charlemagne dessus, il y avait Mozart, c'était tout cela. Et on a déballé ce petit camion-là, cette petite estafette-là, comme deux Gypsy King. Et on est arrivé à la maison. Et on a déballé le camion. Et Patou, il m'a dit, il faut qu'on le monte maintenant. J'ai dit, mais on est mort, on va se reposer, il dort, quoi. Il y a des lits, et on dort. Et non, j'ai compris que c'était important. Et pour moi, on l'aurait fait le lendemain, c'était pas grave. Hein. Et on a déballé ce camion-là, et quand il a allumé, que tout marchait, il est venu le sourire, et il m'a dit, bon, maintenant, feu. Et on a tellement dit feu, on a tellement pensé, on s'est pris la foudre, l'orage. Alors on a acheté des prises parafoudre, on a acheté des onduleurs, on a tout acheté parce qu'évidemment, dans les maisons comme ça isolées où on enregistre des albums, c'est plus probable de se prendre une décharge électrique que si on habitait dans une capitale. C'est des fils, des parafoudres, tout ça. On n'a pas. On connaît la passion que Patrick voue à la Corse, mais choisir d'enregistrer ici, c'est une recherche d'autre chose. J'ai voulu en savoir davantage sur ses motivations. Parce que je voulais pas, j'avais pas vraiment le souhait d'enregistrer à Paris, pour plein de raisons. D'une part, pas parce que j'aime pas Paris, loin de là, mais j'avais pas envie que les gens viennent écouter, viennent prendre des idées, parce que ça arrive souvent, on a les studios à Paris, tout le monde se connaît plus ou moins, et puis il y a toujours des ingénieurs du son qui travaillent avec d'autres, et puis qui font des séances à droite à gauche, et puis les gens parlent. Et j'avais pas envie de ça, j'avais pas envie qu'il y ait de polémique autour de ça, ou qu'il y ait l'album de Patrick, ouais il est super, ou il est moins bien, ou moi ceci, moi cela. J'avais pas envie qu'il y ait un genre de buzz comme ça. Je préfère éviter les discussions qui ne servent à rien pour moi. Et j'ai préféré m'isoler, donc quand j'ai proposé ça à la maison de disques, ils sont tout de suite acceptés, parce qu'ils ont compris, je leur ai expliqué la même chose, j'ai dit j'ai pas envie d'être là au milieu de tout le monde avec, pour la deuxième raison, un vis-à-vis, un immeuble en face, à me dire tiens je vais sortir, et puis je vais regarder le ciel, et puis il sera encore gris, et puis, je sais pas, mais le ciel quand il est gris ici, il est pas pareil, il est pas vraiment gris. Et puis, je suis heureux là, je suis content, et puis moi j'ai mes repères là, je me sens bien. Je suis chez moi. Alors je suis chez moi aussi à Paris, mais je préfère cet endroit-là, et ça sera définitif. C'est-à-dire que, en tout cas, je n'enregistrerai jamais dans une capitale, ou en tout cas plus jamais dans une capitale. Parce que c'est une perte de sensibilité pour moi, une perte de concentration. C'est aussi de la proximité avec les gens avec qui je travaille, et en tout cas de la maison de disques. Je comprends qu'ils puissent faire leur boulot, mais il y a des étapes pour ça. Et j'avais pas envie que les autres prennent la liberté de se dire que l'enregistrement ne se passe pas très loin, donc on va lui faire un coucou, tout ça. Je préfère être loin et que les gens viennent me voir. Il y a quelqu'un qui m'a dit un truc un jour,
En fait, dans les grandes capitales, dans les grandes villes comme ça, quand tu te fais mordre d'un côté, t'as pas le temps d'avoir mal que déjà tu te fais mordre de l'autre. Ce qui est génial ici, c'est que personne me mord, et que si quelqu'un me mord, il faut qu'il vienne. Et je le vois arriver par la main. Donc c'est pas pareil, ça change la donne. Et les gens qui veulent vraiment venir et qui sont vraiment intéressés au projet, qui veulent vraiment écouter ce qu'on est en train de faire sur l'album et les chansons, ils prennent un bateau ou un avion, et ils ont un déplacement. Et il y a un mental et un psychique qui se met en place. C'est je sais pourquoi je pars, je sais qui je vais rencontrer, et je sais ce que je vais écouter, mais j'y vais pour ça. C'est pas juste comme ça, en passant, juste écouter un truc et partir, non. C'est des moments importants, c'est des choses qu'on partage et des secrets qu'on livre. Et ça, je suis très ferme là-dessus. Cet album, ce sont aussi des auteurs et compositeurs fidèles, des amis. Plus qu'une équipe, c'est une famille qui l'entoure. Ben, ce qu'il y a, c'est que d'avoir travaillé avec Jean-Jacques, d'avoir travaillé avec Bernard Di Domenico, avec Julie Zenati, d'avoir travaillé avec Patrice Guirao et Jean-Michel Beria, depuis quelques années, ben, j'ai compris qu'en fait mon équipe d'auteurs, elle était là. Et parce que c'était vraiment le reflet d'échelle sociale et de gens que j'ai observés. Guirao, c'est quelqu'un qui est très proche de la nature, qui vit à Tahiti et qui a comme messager la mer. Voilà, c'est la mer qui lui envoie des bouts de choses, des bouts du monde, des bouts de bateaux, des choses qui arrivent, des bouteilles, des quoi, parce que ça arrive aussi là-bas. Et c'est quelqu'un qui a cette écriture-là, cette sensibilité-là, assez insulaire, très insulaire, et qui va vachement dans ce sens-là. Julie Zenati, c'est quelqu'un de très terre à terre. C'est quelqu'un qui vit dans une capitale, qui vit dans du bruit, qui vit à Paris, qui est une ville magnifique, et qui croise tous les jours le monde entier. Bernard Di Domenico, c'est un pur, vrai Marseillais. Alors lui, il a cette nostalgie-là, Marseille avant, c'était pas ça, quoi. Aujourd'hui, c'est ça, donc il a connu toute cette passation, ce passage-là, et il peut aussi être très, pour lui donner un nom d'instrument dans une musique, par exemple, ça peut être un accordéon. Bernard Di Domenico. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va à chaque fois chercher le petit truc qui fait que ça va me toucher parce que je viens de là. Parce que je suis né à Marseille et j'aurais pu naître ailleurs, à Bordeaux, n'importe où, mais bon, je suis né à Marseille. Et il a cette faculté à chaque fois de pouvoir être pro-marseillais et de me mettre une trilogie au travers de chaque phrase. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Jean-Michel Beria, c'est quelqu'un qui a une écriture beaucoup plus lourde. C'est quelqu'un qui s'invente ou qui des fois n'invente pas des choses très graves. Sans bruit, c'est sur l'album précédent, c'est Jean-Michel Beria qui a écrit cette chanson-là. Il n'a jamais trompé sa femme. Je lui ai posé la question, je dis comment tu peux écrire un truc comme ça, et il me dit mais juste que j'aime les choses graves et apparemment il les écrit merveilleusement bien. Donc ce sont aussi des sujets, c'est des sujets que je voulais entendre. C'est des mots que je voulais porter. Et lui, dans ce domaine-là, pour moi, il est inégalable. Il est aussi fort qu'un Rodagil. Et peut-être même plus fort. Et Jean-Jacques, c'est autre chose. C'est l'observation. Il m'a observé pendant longtemps. Et il est venu un jour vers moi pour me demander de travailler avec moi. Alors que je l'avais sollicité 10 ans auparavant pour le faire bosser. Et il m'avait dit de sa main, je ne peux malheureusement pas travailler avec vous, puisque je m'attarde en ce moment sur le projet de Céline Dion, Patricia Cass, etc. Et j'espère que vous trouverez des auteurs-compositeurs à la hauteur de votre œuvre. J'ai trouvé, 10 ans après, en tout cas, un super bonhomme qui s'appelle Jean-Jacques Goldman et qui, lui, il faut lui parler, il faut lui raconter des histoires. C'est une personne, je crois que c'est la seule personne à qui vraiment je me suis livré. C'est une personne avec qui je me suis assis avec lui à des tables, je suis allé le voir, il est venu me voir et on a parlé. Et c'est pas de quoi tu veux parler, qu'est-ce que tu veux sur cette chanson-là comme une commande, c'est surtout comment va ta famille, ça va, qu'est-ce qui te dérange, ouais, et puis au travers d'une conversation, tu vas aller choper
des choses qui vont manifestement me blesser ou rendre heureux. Et il va rien dire. Et il va envoyer un fax 15 jours après. Et voilà. Il n'y a jamais rien à retoucher. Et merde, il n'y a jamais rien à dire. C'est trop parfait. Voilà. C'est nickel. Je savais que la tendance de l'album différait des précédents, alors j'ai souhaité prendre la mesure de ces changements. Et question répertoire, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, mais c'est ça le plus important. Je pense que de parler de soi, c'est pas vraiment ce qui intéresse les gens. Et puis moi déjà, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'aime pas parler de moi. J'aime pas dire les choses de ma vie. Je préfère dire les choses de la vie. Et je trouve que l'histoire des autres, l'histoire des gens, c'est pour moi la plus belle histoire. Parce que je suis en contact permanent avec des gens et j'ai la chance de pouvoir baigner dans ce monde et de me rendre compte de plein de choses et d'être une véritable éponge. Ça, c'est chouette, hein, parce que j'aime être au milieu du peuple. J'aime visiter les cœurs, j'aime savoir. Je pose toujours beaucoup de questions quand je rencontre quelqu'un. Alors grande surprise des fois parce que je peux aller très très loin. Et quand je sens qu'il y a une barrière et que ça veut s'arrêter, ben ça s'arrête. Mais c'est ma plus grande source d'inspiration et évidemment, j'espère de tout mon cœur qu'en tout cas les messages que je veux faire passer et que je fais passer au travers de mes chansons sont des messages que les gens vont prendre directement pour eux, à des échelles différentes, avec des histoires différentes, mais c'est pour moi la priorité. C'est que les gens soient heureux et se retrouvent, en tout cas ou retrouvent une part de leur vie dans ce que je peux leur proposer. Parce que j'avais un répertoire, j'avais moi commencé un répertoire de chansons qui était assez éclectique, c'est-à-dire que j'avais envie de passer d'une chanson très très dynamique, pour pas dire trop, voire beaucoup de guitare, avec de grosses mélodies, à des choses beaucoup plus légères. Quand je dis légère, c'est revenir un petit peu à mes amours, au piano-voix, à des choses comme ça avec des cordes. Bon, aujourd'hui, évidemment, les textes sont encore différents parce que ça change à chaque fois. Mais j'ai voulu que l'album soit varié. Parce que la question que je me suis posée, c'est par rapport à ce que j'ai pu faire et à ce que j'ai pu écouter. Je trouve que des fois, quand on écoute un album, on écoute la première chanson, puis on connaît la dernière. Et ça me gênait un petit peu. Alors j'ai voulu partir dans des univers un petit peu différents. À la fois garder cette ligne de conduite qui est le son, qui est la réalisation avec Patou, mais de passer d'une chanson qui s'appelle Marlène, qui parle d'une jeune fille qui est dans les champs de coton et qui tombe amoureuse d'un blanc. Et toute la tribu autour, tous les gens respectent ça. En fait, elle part sur le continent, elle part ailleurs pour essayer de faire sa vie, mais elle s'aperçoit que sa place est auprès de sa famille et revient. Il y a une chanson aussi qui s'appelle La boîte aux lettres, alors, qui est un sujet un petit peu spécial, qui raconte l'histoire, comme l'avait fait Cabrel à l'époque. Il avait parlé de... La chanson s'appelle La corrida, et qui était une chanson sublime. Hein. Je prends pas référence à ça, mais c'est juste par rapport à d'autres chemins. Et lui, il a réussi à faire parler un taureau. Ça, c'est monstrueux, quoi. Et donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire parler une boîte aux lettres. Parce que je trouve que ça reçoit beaucoup de choses, que ça dit jamais rien. Alors voilà, il y a eu des sujets différents comme ça. Il y a aussi, évidemment, toujours la femme qui revient, puisque c'est le moteur de l'homme. Donc je me voyais mal passer à côté. Donc évidemment, quelques chansons d'amour. Chansons plus graves aussi. Oui, j'allais y venir, ouais, des chansons plus graves, parce que j'avais envie de parler de ce seuil de gravité-là qui un jour ou l'autre nous emportera. Et j'aime pas trop les non-dits, j'aime pas ce qu'on cache pendant longtemps, ou les choses qu'on sait pertinemment. Enfin, on sait pertinemment que ces choses-là vont nous arriver un jour ou l'autre, et en fait, on se cache d'en parler. Et moi, c'est pas quelque chose qui est tabou pour moi, donc peut-être qu'avec une chanson comme Simplement Beau, ça va toucher ce genre d'éternité-là, cette éternité-là. C'est tout ça mélangé. C'est beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur
Et je parlais tout à l'heure de genre de code, d'alchimie, de choses qui font qu'on a les mêmes repères. Et dans ces moments-là, c'est ce qui me pète à la gueule, quoi. C'est que quand il y a une rigolade à faire, ce que je ressens, c'est que tout le monde a envie de faire la rigolade au même moment. Donc on perd pas de temps sur le travail. On sait que pendant un quart d'heure, on va se rouler par terre parce qu'il y a Dudu, le bassiste, ou quelqu'un d'autre, ou moi, ou Patou, qui aura sorti une grosse connerie. Et ça va dégénérer. Des fois, ça peut prendre jusqu'à 2-3 heures. Mais c'est pas grave. On sait que ce moment de détente là, qui est unique au monde, hein, parce que c'est sur des sujets qui sont tous sauf graves. Et ça va nous exposer, quoi. Après ça, on ira manger, puis après ça on reviendra, puis après ça on continuera à faire de la musique. Et c'est indispensable pour moi de rigoler dans le travail et d'avoir cette rigueur aussi là. Je peux pas travailler sans ça, quoi. C'est pas possible. Je peux pas arriver dans un studio et travailler avec une équipe où on va me dire oui, sauf par saut de puce, quoi. Si c'est pour une télé ou pour enregistrer une chanson dans un studio, pour aller vite, où ça prend 2 heures, évidemment là. Je connais pas les gens, je sais pas qui ils sont, je sais pas ce qu'ils font, je fais mon truc et puis j'essaie de le faire au mieux. Mais je ne suis qu'un passant. Donc là je passe, je fais mon truc et je m'en vais. Mais les gens qui travaillent avec moi sont pas des passants, ce sont des gens qui s'arrêtent sur des moments de vie et qui m'arrêtent avec eux et souvent on fait des photos de ça parce que j'aime bien les encadrer, j'aime bien garder ça en souvenir. Et des fois on le filme aussi. Non, ça pourra pas ressortir parce qu'on choisira le meilleur de ce qu'ils auront pu nous donner. Et il va falloir vraiment qu'on écarte ça, quoi. Mais ils sont comme ça, ils sont au courant, mais ils savent très bien que à chaque fois, mais pas que pour moi, pour les gens, pour d'autres personnes pour qui ils travaillent aussi, on a à chaque fois le meilleur et ils débordent de générosité tout cela. Donc à un moment, il va falloir juste prendre ce qu'il faut, et il y a certainement des guitares qui n'existeront plus, en tout cas des parties qu'on va lever pour rendre la chanson le plus efficace, pour que ce soit perceptible, pour que les gens comprennent et tout, et que ce soit pas un brouhaha, quoi, parce que là pour l'instant c'est complet, c'est trop complet, il y a trop de choses, et il faut pas pour cela perdre l'efficacité de la chanson, la mélodie, les paroles, et en fait que la musique soit un support et que la voix, le texte et la mélodie, c'est les fondations, quoi. C'est ce qui est le plus important. Tout ce qui nous semblera entre guillemets superficiel, il va falloir vraiment l'écarter et ça n'existera plus. Peut-être sur scène, peut-être qu'il y a des parties pour changer quelques versions où on gardera quand même l'ossature de la chanson. Peut-être qu'on reprendra une guitare qu'on a exclue, qu'on a levée de la chanson pour donner la possibilité aux gens de connaître une version un petit peu différente. Non. J'ai pas de crainte, non, parce que j'ai bien gambergé à tout. Et des regrets non plus. Des envies, oui, bien sûr, c'est hâte de le terminer pour me reposer un petit peu, déjà, et prendre un petit peu de recul, et surtout, au plus vite, monter le répertoire pour la scène. Ah ouais. C'est-à-dire que je vais adorer le moment où on va prendre les chansons, on va se dire, tiens, on a fait ça il y a quelques mois, et puis, allez, on va les prendre maintenant, et on va revoir un petit peu, pour partir sur scène. Donc on va repenser à des choses, certainement reprendre des guitares qu'on aura levées, certainement reprendre des riffs ou rajouter des intros, les faire plus longues, comme Debout par exemple sur la tournée précédente, où la chanson, logiquement, je crois que dans l'album elle fait genre 4 minutes, là elle en fait 8, parce qu'il y a des magies qui s'imposent et qu'il faut respecter. Voilà, c'est tout. Et des choses que tu n'as pas faites sur la précédente tournée, mais que cet album-là t'aidera à faire. Oui, bien sûr. Une tournée acoustique. Tournée acoustique parce que besoin de ça là maintenant. Besoin d'avoir encore plus de proximité avec les gens. Peut-être avoir la chance de faire de faire d'autres salles de spectacle qui soient plus intimes. Parce que j'ai essayé quelquefois pendant la tournée de faire des spectacles comme ça, les spectacles acoustiques, et ça a vachement bien marché.
Et je me suis dit, tiens, waouh, c'est autre chose, quoi. On n'arrive pas avec des gros camions, des grosses lumières et l'armada. On arrive à 4, 5, on prend 4 panini et puis on prend une guitare et un petit peu de son avec Serge Vénérouzeau. Et hop, c'est parti. Donc je pense que cet album-là, en tout cas, la première tournée sera acoustique. Dans un premier temps, ça sera ça. Et puis après, je pense qu'on passera à la vitesse supérieure. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix parce que ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je dis que j'ai pas le choix. Pourquoi? Parce que les musiciens sont pas encore libres, ils sont encore en tournée avec Monsieur Sardou. Et il va falloir que je rectifie le tir. Alors il y en a un paquet à qui j'ai dit ça et qui m'ont dit, mais tu es barjot, toi des musiciens, il y en a 3 milliards. Ouais, mais c'est... Ouais, mais sur 3 milliards, il y en a 6, il y en a 9 en tout, avec qui j'adore travailler, donc j'attendrai.